C'est la brigade du tigre. J'essaye de faire clair et très court parce que, et d'ailleurs, si je vais parler encore 25 minutes ou 20 minutes, toi tu as toujours le droit de m'intervenir, me couper, d'accord? Pas de problème. T'inquiète pas. Ok. Donc pourquoi ce troisième livre avec ce titre? Ce n'est pas une provocation, je peux vous assurer, c'est plutôt un cri de douleur, mal à l'aise, profond, qui s'exprime dans les titres. Mais ce n'est pas une provocation du tout. Je suis sérieux. D'ailleurs, j'ai signé il y a quelques années, avec beaucoup d'autres, une plainte, c'est-à-dire que nous voulons changer dans les cartes d'identité et dans le registre de la ministère de l'Intérieur, changer notre nationalité. Vous savez que c'est écrit nationalité juive, nationalité arabe, ou nationalité de russe, ou nationalité hongroise, ou nationalité beaucoup russe, et autres nationalités, même est-allemand, jusqu'à maintenant. Ceux qui sont nés à Leipzig avant 89. Hein. Donc on a fait une pétition pour demander de changer pour nationalité israélienne. C'est arrivé jusqu'à la Cour suprême, mais c'était refusé. Donc, si vous voulez, les premières raisons que j'ai écrit ce livre étaient parce que je crois, comme un démocrate républicain, je ne peux pas continuer à me considérer juif comme citoyen israélien. Et pourquoi? Parce que c'est imposé sur moi une nationalité que je ne reconnais pas du tout. Je ne crois pas qu'il y ait une nation juive. Et deuxième chose, c'est pas seulement qu'on me force de me définir dans le cadre d'identité comme juif, en plus, je sais très bien, et je suis sûr qu'une partie de vous sait aussi, qu'être juif dans l'État israélien, c'est être un citoyen privilégié. C'est la première raison. C'est des années que je sais ça. Qu'être juif, citoyen juif, israélien juif, en Israël, c'est être une personne privilégiée, appartenir même à une caste. Pourquoi? Parce que l'État d'Israël n'est pas une vraie république qui se définit que c'est un État démocratique de ses citoyens. Vous comprenez ça? Je crois que comme Français, ce sera presque naturel pour vous de comprendre qu'Israël ne peut pas être une vraie démocratie tant qu'il ne se définit pas l'État de ses citoyens. Vous êtes d'accord ou non? Comme les républicains français, socialisants, communisants, je ne sais pas quoi, libéraux même. Non, non, c'est clair. Un État doit appartenir à tous ses citoyens. Et voilà, l'État d'Israël se définit comme État juif, État des Juifs, et c'est ça grave les dernières 10 ans. C'est-à-dire, plus en plus, il y a des lois qui soulignent le fait que l'État est juif. Tout ça est basé sur un bluff. Parce que c'est... Et je voudrais corriger une idée répandue qui définit l'État d'Israël comme un État théocratique. Pas du tout. Israël, ce n'est pas... Bon, il n'y a pas une séparation de la religion des nations et de l'État, mais ce n'est pas le problème. L'État n'est pas théocratique parce que c'est des laïcs qui ont fixé des lois, qui ont emprunté de la religion des lois. Pour imposer à garder une certaine ethnie pure. Vous savez, les lois de mariage étaient données par Ben-Gurion au rabbin, pas parce que lui, il était croyant, orthodoxe ou quelque chose, parce qu'il ne savait pas comment définir juif. Et il a eu peur aussi, comme le sionisme, dès le début, a hérité ça du judaïsme, d'essayer d'empêcher les juifs de se marier avec des non-juifs. Raconte un peu les deux chariots. Oui, dans les livres, j'apporte ça, c'est-à-dire Ben-Gurion qui était un homme profondément laïque. D'ailleurs, je crois que le sionisme, comme, comment dire, un acte historique, a pu se réaliser, surgir et réaliser à cause de la laïcité. Et dans mon deuxième livre, j'ai même défini le sionisme comme une révolte contre le judaïsme.
et que ce sera clair, qu'il n'y aura pas aucun débat. Le sionisme, c'est une révolte contre le judaïsme historique. Revenir maintenant avec l'histoire de Chariot, si vous voulez, que Ben Gurion, en 1952, a senti le besoin d'aller discuter avec les chefs de l'orthodoxie à cette époque juif en Israël, pas israélien. Chazon Ish, c'était ce grand rabbin orthodoxe, il n'était pas sioniste. Il ne voulait pas attendre le concept d'État juif, pour lui c'était l'horreur. Combiner État avec les concepts juifs, pour l'orthodoxie, c'était, comment dire, terrible. Mais quand on arrive chez Chazon Ish, pour laisser convaincre, avoir de bons rapports avec l'État sioniste israélien. Donc il voulait le montrer que le sionisme réalise une ancienne rêve, si vous voulez, juif, de retourner à la terre, etc. Chazon Ish, comme il n'était pas sioniste, c'était clair pour lui qu'on ne peut pas avoir un État juif tant que le Messie n'arrive pas. Ça, c'est le judaïsme. La refuse l'idée que le Messie est arrivé. C'est la raison qu'il n'était pas chrétien. Le christianisme, c'est justement le judaïsme avec le Messie. Si vous voulez, pour faire court. Hein? Le judaïsme, c'est un refus d'accepter le Messie. Et c'est la raison que le judaïsme n'est pas sioniste. Est-ce que vous comprenez ça? C'est bizarre un peu que je dise. Parce qu'un État, c'est défini comme juif. À toute façon, Begun arrive et essaie de convaincre, regardez, on colonise la terre, on fait plein de bonnes choses pour les Juifs. Et le Chazon Ish le regardait, il a cité le Talmud, il a dit, vous savez, bon, le Talmud c'est 2 chameaux, mais il a dit, il y a 2 chariots. Un chariot plein et un chariot vide. Quand ils arrivent à l'apogée d'une colline, qui doit laisser l'autre passer? Le chariot vide doit laisser passer le chariot plein. Nous, le judaïsme, c'est un chariot plein, point de vue culturel, foi, religion, histoire. Vous, le sionisme, vous êtes un chariot vide. Il n'y a pas une culture juive laïque. Il n'y a pas. Même si Perron-Lévy et Foucault croient qu'ils sont intellectuels juifs, ils sont intellectuels français, et même pas très très parisiens, pas juifs. Il n'y a pas une culture juive laïque. Et Chazon Ish dit, c'est un chariot vide. Laisse-nous passer, respecte-nous. Et Ben Gurion a pris ça. L'histoire d'Israël, c'est une histoire de ce mouvement national qui a besoin toujours les critères religieux pour se définir. C'est pour ça qu'il n'y a pas de constitution. Hein? C'est une des raisons qu'il n'y a pas de constitution, parce qu'on ne peut pas définir qui est juif. Laïque, religieux, pas de problème, hein? Il n'y a pas ici. Non, parce qu'il y a des signes pour un vrai juif. Maintenant, dans ce débat, parce qu'il y avait beaucoup de respect de la part de Ben Gurion, vous devez savoir, en Israël, on insiste que l'État est juif, on insiste. Une petite erreur à faire Chazon Ish. Et c'est ça le sous-titre de mon livre. Vous avez vu, j'ai l'intitulé « Un regard israélien ». Donc, Chazon Ish n'a pas, en 1952, il n'a pas vu que le sionisme a créé un nouveau peuple.
que le sionisme a créé une nouvelle nation que jusqu'à maintenant ne veut pas les reconnaître. Il y a pour le sionisme une nation juive, qui lui est le même mot, et il n'y a pas une nation israélienne qui inclut les habitants qui habitent là-bas. Vous comprenez ça ou non? D'ailleurs, le sionisme a créé deux peuples. Parce que moi, comme historien, je crois que le peuple palestinien, la nation aujourd'hui palestinienne, a été créée aussi par la colonisation sioniste. Même s'il y a des Palestiniens qui ne vont pas accepter. Comme le sionisme, c'est un fruit de judophobie de l'Europe de l'Est, le peuple palestinien, la nation palestinienne, c'est un produit de colonisation sioniste. Mais hélas, Israël, en vérité, ne veut pas reconnaître ni l'un ni l'autre. Revenir sur la question, pourquoi je ne suis pas juif? Parce que je ne crois pas qu'il y a une culture juive laïque. Je crois qu'il y a une culture israélienne, que Razonich n'a pas compris. Vous êtes d'accord qu'il y a un théâtre israélien, il n'y a pas un théâtre juif. Il y a un cinéma israélien, il n'y a pas un cinéma juif. Il y a une littérature israélienne, il n'y a pas aujourd'hui une littérature juive. Il y a une littérature américaine, par exemple, avec un background, une base de yiddish. Mais il n'y a pas une littérature juive aujourd'hui. Les films de Woody Allen, c'est des films américains avec comment dire, un background de peuple yiddish, de cette humeur yiddish, vous savez, cette culture de l'Europe de l'Est. Mais il n'y a pas de littérature. Mais il y a une littérature israélienne. Il y a un peuple, il y a une nation israélienne. Oh, vous pouvez dire une nation de merde, peu importe. Ça existe. Vous comprenez ça? Je ne sais pas combien de temps. Donc, la raison que j'écris ça, c'est premièrement que j'ai compris qu'il n'y a pas une culture juive laïque. Par contre, il y a une identité juive laïque. Comment? Parce qu'il y a des gens qui se définissent comme juifs. C'est déjà. Je nie pas à personne son identité. Je ne nie pas aux juifs laïcs de rester juifs. Sauf une chose importante. Eux, ils ne me laissent pas de ne pas être juif. Parce que les gens, dès que je dis que j'ai écrit un petit livre sur comment je démissionnais, immédiatement, ils me regardaient comment se rigolait. C'est pas possible. Si j'aurais écrit comment je cessais d'être israélien, c'était plus normal. Vous êtes d'accord? Parce qu'on a rigolé. Mais ça doit être le contraire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez rigolé quand Depardieu a décidé de ne pas être français. Mais c'est aussi une blague. Je ne suis pas juif parce que je ne voulais pas être un citoyen israélien privilégié. C'est une caste qui domine. L'État appartient aux juifs. Et après des lois constitutionnelles d'aujourd'hui, plus en plus, cet État appartient à Dominique plus qu'à mes élèves palestino-israéliens qui parlent hébreu parfaitement, beaucoup mieux que lui, qui vit là-bas, qui travaille là-bas. Vous comprenez cette absurdité que je voulais me révolter? Mais pour être franc, ce n'est pas la seule raison. C'est-à-dire cette mal à l'aise profonde. Il y a deux autres motivations, de raisons de ne pas définir juif. Première, comme historien, je suis arrivé à une conclusion que dans le monde occidental, l'antisémitisme public, c'est-à-dire la judophobie, je préfère le mot judophobie au antisémitisme, parce que vous savez très bien que les sémites n'existent pas. Et le mot antisémite était inventé par des judophobes antisémites dans le 19e siècle. Il y a encore des raisons que je préfère la judophobie, mais je vais utiliser aussi antisémitisme pour contacter avec vous. Donc je crois que l'antisémitisme politique, public, dans le monde occidental, a reculé d'une façon très significative. Bien sûr, toujours il y a un antisémitisme, dans les mauvaises fréquentations des salons et à cimetières, etc. Oui. Mais il n'y a pas un antisémitisme public, politique dans le monde occidental. Il faut comprendre ça. Et tout le monde, les pro-sionistes et l'État d'Israël, aujourd'hui, il y a un titre dans le journal, « Ah, il y a l'antisémitisme en Belgique. » Il y a toujours.
parce que c'est longue cette histoire de judophobie. Ça remonte à toute l'histoire du christianisme. J'essaie de faire ça clair. C'était facile de prendre les juifs autrefois pour les mettre en centre de cette christianisation des nations en Europe. On a eu besoin des juifs. Ce besoin est terminé. C'est-à-dire, on a arrivé, constitué des nations, on est arrivé et maintenant on est en train, on essaye, c'est difficile de cristalliser l'Europe. Et voilà le nouveau ennemi intérieur dangereux, et cette fois ce n'est pas les Juifs. Vous savez qu'en France, il y a un blague qui dit que toujours la France est en retard d'une guerre. Vous connaissez ça? Oui. Je crois aussi que la France est toujours en retard d'une victime. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, aujourd'hui, pour cristalliser une conscience, une identité européenne, on a besoin de l'arabe, les migrés, les musulmans, etc. Et c'est la raison que l'islamophobie en Europe est toujours publique et politique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'antisémitisme. Mais ce n'est pas cet antisémitisme dans ce siècle 1850, 1950, qui était vraiment, vraiment important. Il y a d'ailleurs des judophobies pervers dans le monde islamique nationaliste nouveau. Ça, il faut comprendre. Il faut lire les journaux dans le monde islamique et voir ça. Mais je ne crois pas que la judophobie est politique et importante dans le monde occidental. Même que le conflit israélo-palestinien essaie toujours de nourrir cette haine. Tu sais, on vient de voir à la télévision, pour ceux qui l'ont vu, une soirée consacrée à Édouard Drummond Oui. et à la France juive. Oui. Quand on écoutait les discours de Drummond à l'Assemblée nationale, depuis le perchoir de l'Assemblée nationale, on se dit évidemment, on n'est plus dans cet antisémitisme-là. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut apprendre un peu l'histoire pour savoir qu'est-ce que c'était la judophobie en France, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et même après, disons. Même après, disons. Parce qu'il y a une génération qui n'a pas disparu immédiatement. De toute façon, une des raisons que j'ai déclarées, et j'essaie d'insister, que j'ai toujours me défini comme juif. Après, il y a Ehrenburg qui a dit, tant qu'il reste une dernière antisémite sur la planète, je suis juif. Toujours, je te disais ça, même à l'époque où j'étais gauchiste, j'ai toujours dit, je suis juif. Mais pas aujourd'hui. J'arrivais à une conclusion que l'État d'Israël profite, d'un point de vue politique, de cette identité. La majorité des gens qui se définissent comme juifs laïcs soutiennent l'État d'Israël. Première vue, c'est naturel. Et Israël profite de ça. Pourquoi ce soutien inconditionnel à la politique militariste israélienne de la part de ceux qui sont juifs laïcs, la plupart, pas le monsieur qui est à côté de moi, ce n'est pas mon ami, c'est parce que l'identité juif laïque est vide du point de vue culturel. Donc on a besoin des axes d'édification. Mauvaise conscience qu'on n'est pas en Israël. Vous comprenez? Donc on soutient la politique. Dans la foulée, on soutient toutes les choses qu'Israël fait. Et l'une des pouvoirs d'Israël est justement cet axe. D'ailleurs, il y a un deuxième axe très important pour s'identifier juif sur une base culturelle vide, et c'est le Shoah, les choses qu'on appelle Shoah. D'accord? C'est le massacre massif des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Les deux raisons, je m'oppose. Je suis contre cette solidarité immédiate, automatique, des gens qui se définissent comme juifs avec l'État d'Israël. Je souffre de ça comme citoyen israélien qui est solidaire avec Palestine. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Aussi, être juif à cause de Shoah, s'il y avait un certain sens dans le XXe siècle, moins ou moins dans le XXIe siècle. Et pourquoi? Parce que c'est identifié après un trauma. Éduquer des enfants avec un trauma, c'est toujours mal. C'est toujours pervers. S'identifie avec un trauma dépassé. Vous comprenez?
Je voudrais que tout le monde en Europe se souvienne de ce massacre massif des Juifs et des autres innocents, et moi en Israël. Parce qu'une éducation de cette profonde de cette identité juive est le Shoah, le Shoah, le Shoah, le Shoah. La traduction politique est claire. Hein? On peut faire n'importe quoi à cause de ça. Bon, les raisons que j'ai décidé d'écrire ce livre, avec ce livre, étaient, si vous voulez savoir, quelque chose qui m'est arrivé il y a 2 ans, je crois, à Londres. J'ai eu un débat avec des audiences très gentilles, antisionistes, mais très très juifs. Éclairés, sympathiques. Bon, il y avait aussi des Palestiniens dans la salle qui ne pourraient pas intervenir parce que c'était une discussion entre juifs antisionistes. Et soudain, ça m'a venu une idée. D'ailleurs, le modérateur était un professeur de philosophie de Oxford, très très gentil, qui dit qu'il est d'accord avec mon démarche, etc. Mais lui, il reste juif. Je me souviens, je lui demandais quelle culture juive vous avez. Il a dit, bon, je ne sais pas. Quelle culture juive vous allez transmettre à vos enfants? Donc il a dit, ah, je suis divorcé, mes enfants, c'est des enfants de ma femme qui n'est pas d'origine juive. Il a réglé les problèmes. Mais, à ce moment-là, je me posais la question, la première fois dans ma vie. Tout à l'heure, vous avez mentionné, on peut devenir juif religieux. Hein? On peut devenir. Oh, c'est plus difficile de se convertir. Mais il y a aujourd'hui des voies réformistes très faciles aux États-Unis. Pas tellement à Paris. On peut devenir chrétien. C'est vrai ou non? Pas trop difficile. On peut devenir musulman. Très très facile. Vous savez, très facile. On dit une phrase et voilà. On se démarre. On s'approche de Dieu. On peut devenir français. Ça, c'est un peu difficile, mais toujours, il y a l'option. On peut devenir aussi israélien. Si on s'appelle Bon Lévy, Dominique Vidal, etc. C'est très facile hein, de devenir israélien. Oh, il y a des Arabes israéliens. Voilà. La question surgit, est-ce qu'on peut devenir un juif laïque si on n'est pas né à une mère juive? Et cette idée, c'est la première fois que je pensais que presque tout le club qui existe autour de moi, je peux entrer. Mais comment on peut entrer à un club de juifs laïcs? Je sais bien, comme un historien, que personne ne voulait pas devenir juif devant Auschwitz. Ça c'est clair ou non? Personne ne voulait pas même devenir juif ici à Paris à l'époque de Vichy, même si on habitait à Montparnasse. Personne ne voulait pas devenir juif dans l'Empire russe durant le pogrom de la fin du XIXe siècle. Mais quelque chose a changé ici. Aujourd'hui, c'est facile hein, d'être juif. On s'affiche comme un médaillon, comme un honneur. Comme ça, on peut profiter des souffrances, des capitales des souffrances dépassées. C'est mes gènes, vous comprenez ça? Moralement, c'est mes gènes. Et surtout que c'est un club fermé. Moi, comme descendant de juifs, parce que je ne nie pas le fait que je suis d'origine juive, je suis israélien d'origine juive, mon passé est juif, mon présent est israélien, et mon futur, si j'ai un futur, parce que je commence à vieillir, c'est être un homme, c'est-à-dire un universel, vous comprenez, comme horizon. Donc j'ai décidé de ne pas être juif dans la situation actuelle, parce que les juifs dans l'histoire ont souffert trop, surtout le 19e siècle, le 20e siècle, de cette club fermée au point de vue des identités. Merci beaucoup. La seule composante pour toi de l'identité juive, je ne parle pas israélienne, je ne parle pas de juif israélienne, c'est la religion. Si on va au bout
de ta démarche. Oui, c'est très important. Dans ce niveau-là, je suis un élève d'Ishaya Leibovitch. שמשלים הכיבוש, משלים מדעת או שלא מדעת עם הרצח. היהודים ערבים. כן, אבל הוא לא יחיה זמן רב בגללכם. רק מדינה טוטליטרית עוסקת בערכים. וזה למשל מדינה של היטלר, שהייתה מושתתת על ערך. מדינה דמוקרטית אינה מושתתת על שום ערך. גם המדינה של סטלין הייתה מושתתת על ערך. שלטון המפלגה הקומוניסטית. מדינת ישראל מושתתת על ערך? מדינת ישראל היום אינה מושתתת על שום ערך. אלא אם כן, כבר הערך הזה שלטון יהודי אלים על כל ארץ ישראל, כן. נכון? על ערך, כן. זהו הערך. זהו הערך. אני מתקן את ושמעתי אינה מושתתת על ערך. היא מושתתת על ערך. הערך הוא קיום השלטון היהודי האלים על הארץ כולה ועל העם האחר הנמצא בארץ הזאת. מדינת ישראל היא הדיקטטורה היחידה הקיימת היום בעולם הנאור. ולכן אין זה גם מקרה שמדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם המכונה העולם הנאור, אשר בו מי שהיה נשיא בית המשפט העליון קבע שמותר להשתמש בעינויים כדי לסחוט הודאות משבויים ערבים. Pour lui, le judaïsme, c'est la religion, c'est la tradition, c'est la culture profonde religieuse. Il a dit que ce phénomène des juifs laïcs, est un peu bizarre. Et voilà, on ne peut pas définir un juif laïque. Il y a des difficultés. L'État d'Israël ne sait pas comment définir. Oui, je crois que je peux me définir quelqu'un d'origine juive. Et d'ailleurs, mes origines, si vous voulez, mais je suis une deuxième génération des laïcs et des athées. Mais quand même, il reste toujours, vous comprenez? Il reste aussi cette histoire douloureuse du XXe siècle. Mais ce n'est pas suffisant pour moi, vous comprenez? Les juifs sont des gens religieux. Il n'y a pas pour moi, vraiment, du point de vue culturel, anthropologique, un juif laïque. Pourquoi? Parce que je ne crois pas à l'ADN juif. Même j'ai été attaqué sur ce niveau-là, surtout par les Américains. Et il y a un ADN juif. Mon nez n'est pas juif. Il n'y a pas vraiment un nez juif. Non, je ne rigole pas.
je ne peux pas savoir Mets-toi ici de profil. qui sont juifs et qui ne sont pas juifs, etc. Mets-toi de profil. Non, c'est pas un blague. Je suis devant, et c'est marrant, je suis devant mes classes en Israël, j'ai des grandes classes, et il y a là, les blondes, les roux, les noirs, même les très très noirs, et tout ça, c'est croire qu'ils sont des descendants directs des Hébreux anciens. Et je me regarde et je dis, mais les bêtises humaines n'ont pas de limites. Oui, je ne crois pas un juif biologique, génétique, etc. Je crois que Hitler a eu tort sur toute la ligne, sauf qu'il a gagné un peu. Il a gagné dans le sens qu'il y a des gens. Bon, je comprends les sensibilités juives laïques, je comprends. Mais ce n'est pas une bonne utile, à mon avis, de continuer de se produire culturellement, politiquement, idéologiquement. Les juifs, c'est quelque chose de sérieux. Le judaïsme, c'est la base de la, si vous voulez, la culture occidentale. Une des bases importantes avec la philosophie grecque, la culture grecque, de la culture occidentale. Mais il n'y a pas de juifs laïcs dans les... Oui, j'ai accepté longtemps les définitions de Sartre, qui a dit que le regard de l'autre prend part à l'identité. Je suis d'accord d'ailleurs. C'est la raison que je nie pas le fait qu'il y a des gens qui se définissent comme juifs. Pas de problème. Vous comprenez? Ils ont le droit à cause de cet regard d'autrefois et même d'aujourd'hui. Mais moi, je voudrais... Hein? Ils te définissent toi aussi, au nom de ce regard. Oui, mais il me définit aussi comme antisémite aujourd'hui. Je m'en fous. Non, j'arrivais à un stade que je n'accepte pas ça. On me définit comme antisémite, je n'accepte pas. On me définit comme juif parce qu'ils sont essentialistes, en profondeur racistes, et je n'accepte pas ça. Donc je n'accepte pas le regard d'antisémite. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant pour me définir juif à cause de ce regard pervers d'un antisémite. Le passé, oui, c'est important pour moi. J'ai un passé yiddish. Ma première langue maternelle était yiddish. Vous comprenez? Mais, le minute que j'ai compris que je ne peux pas draguer en yiddish, c'est l'hébreu ma langue maternelle. Alors, c'est à vous. Moi, j'ai une question. C'est à vous. Je vous en prie. Je voulais vous poser cette question sur l'importance de l'Allemagne pour Israël. Je suis très frappée du fait qu'en Israël, beaucoup de jeunes Israéliens rêvent d'émigrer, pas aux États-Unis, pas en France, en Allemagne, et plus précisément à Berlin ou à Francfort. Et je suis très étonnée de cela parce que la Shoah, c'est grâce à l'Allemagne. Ce n'est pas le peuple arabe qui c'est l'Allemagne nazie. D'accord? Et les choses ont changé. Mais cette fascination que l'Allemagne exerce, et l'autre chose, est-ce que ce n'est pas le concept nazi du racisme qui inspire actuellement le concept, certains concepts israéliens racistes? Bon, j'ai essayé d'être court pour laisser les autres questions. Il y a deux questions que vous avez posées. Oui. Les raisons que mes étudiants vont à Berlin aujourd'hui, parce que c'est une des métropoles les moins chères en Europe. C'est la première raison. Et avec une monnaie solide. On ne sait pas. Oui. Les monnaies. Non, non, c'est pas une blague. La première raison, autrefois c'était Londres, c'était New York, mais vous savez que la jeunesse n'arrive pas aujourd'hui à vivre dans la grande métropole. C'est fini, hein? Paris va devenir une vraie métropole des vieillards. Donc je pense à vous devez savoir que Berlin, à cause de l'unification de 89, il y a beaucoup de quartiers bon marché. Et le coût de vie est différent. D'ailleurs, c'est en train de changer. Ça, c'est la première raison. Et aussi, l'Allemand donne des bourses très généreuses à mes étudiants, contrairement à la France et au J'ai des élèves qui ont reçu des bourses, mais c'est très difficile de la part de la France. C'est une crise économique. Et je ne demande pas, hein, trop. D'accord? On a écouté Hollande, on sait qu'ils sont dans les pétrins ici. Bon, de toute façon, les Allemands, à cause de ce passé, donnent d'une façon très généreuse. Mais avant-hier, il y avait un titre dans le Haaretz à propos de cette immigration.
pas immigration, à propos de cette volonté, désir de devenir européen, il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui demandent aujourd'hui la nationalité polonais, hongrois, roumain, bulgare. Au cas où. Non, ils demandent. Au cas où. Ah oui, non, ils demandent, ils vont, ça coûte un peu d'argent, en cas où. En cas où. Et c'est très intéressant parce que comme ça, il peut devenir un peu européen. Au cas où quoi Pardon? Au cas où. Au cas, voilà. Ce n'est Une pas attaque une... contre l'Iran. Non, très, vous savez, même les pires racistes en Israël, peut-être ils ouvrent la carte le soir et ils voient où Israël se trouve. C'est facile. Donc, en cas où, mais aussi pour faciliter en Europe, les voyages en Europe, les études en Europe. Si on est polonais, on peut avoir des autres conditions pour s'inscrire à l'université en France. Est-ce que vous savez ça? Et en Angleterre aussi. Oui. Il y a certaines conditions qu'Israël ne peut pas avoir, un Polonais peut. Donc, soudain, il devient polonais. Soudain, il devient romain. C'est incroyable. Je parle des milliers d'Israéliens qui veulent un passeport européen. Un deuxième passeport. Un deuxième passeport. Bon, ça c'est une deuxième chose. Vous avez posé une question très grave. Est-ce que l'idéologie nazie a influencé l'idéologie sioniste? Non, c'est-à-dire non. Je ne crois pas, et jamais dans mes écrits, je n'ai pas comparé le sionisme au nazisme, même que c'est une philosophie nationaliste ethnocentrique, même que la colonisation sioniste était guidée par une morale intercommunautaire très forte, comme le judaïsme d'ailleurs, mais jamais il n'y avait pas un projet d'extermination en Palestine. Il faut souligner ça. Jusqu'à aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y aura. Mais j'admets aussi que certaines bases, si vous voulez, idéologiques, appartiennent au nazisme, au sionisme, mais aussi à toutes les autres nationalités à l'est de l'Europe. Polonais, ukrainiens, une nationalité qui était cristallisée sous l'idée d'une ethnie. La sénilité est basée sur appartenance ethnique, vous comprenez? Complètement fictive. Mais c'est faux jusqu'à aujourd'hui, en Ukraine, en Pologne, etc. Moi, en Allemagne. Ce qu'on appelle le nationalisme folkisch. Folkisch. Donc, le sionisme est un nationalisme folkisch, et c'est les bases communes avec les choses que ce folkisme est arrivé au XXe siècle en Allemagne. Mais je ne crois pas que toute comparaison entre sionisme et nazisme aide beaucoup aux sionistes. Politiquement, vous comprenez ça? Parce qu'immédiatement, au profit, il n'y avait pas un projet d'extermination. Et il ne veut pas faire des camps de concentration pour les Palestiniens. C'est suffit de faire des réserves indiennes. Vous comprenez? Comme on a fait en Gaza, et les projets pour la Cisjordanie, l'imaginaire politique territorial de Bibi Netanyahu, comme il parle sur 10 États, il pense à une autre réserve amicale dans les territoires occupés. Vous comprenez? Les réserves, oui, mais pas des camps d'extermination. Est-ce que vous comprenez ça? Non, je ne comprends pas. Non, parce qu'il n'y a pas un projet d'extermination. Attendez, parce que c'est... Massacre. Pardon? Non, mais... Des massacres. On vous entend pas. Si, on n'entend pas au fond de la salle. Un micro, s'il vous plaît. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que comment vous expliquez les massacres commis par les Israéliens? On ne parle pas de Deir Yassin, Tantoura, plusieurs. Moi, je croyais, je suis palestinienne, je croyais que c'était un seul massacre, c'était Deir Yassin. Et puis j'ai quitté Paris pour aller connaître mon pays que je n'ai pas connu. Alors on m'a dit qu'il y avait plusieurs massacres. Et comment vous expliquez ça? Peut-être que ce n'est pas exactement extermination, mais comment vous expliquez que les Palestiniens n'ont pas le droit de rentrer chez eux? Maintenant, vous avez mêlé deux choses complètement différentes. Extermination, ce n'est pas expulsion. La colonisation sioniste a expulsé et continué à pousser une autre population, peuple, nation, comme vous voulez. Mais vous avez demandé comment le massacre?
comment les armées françaises républicaines a massacré à peu près 1 million des Algériens musulmans. Comment les Américains ont massacré des Vietnamiens sans hésitation. Je peux continuer d'ailleurs, si vous voulez bien. Les Belges, pas seulement les Français, les Américains. Et puis on peut parler de la science. L'histoire, c'est-à-dire si toujours je parle sur l'extermination nazie des gens innocents, surtout des Juifs, mais pas seulement des Juifs, et dans le livre j'insiste, je n'oublie pas les 2 autres grands crimes du XXe siècle, ou de la modernité, si vous voulez, le colonialisme et le stalinisme. Vous comprenez? Par rapport, si on essaye de chiffrer, de compter, hein, non, c'est intéressant qu'avec tous les massacres, toutes les méchancetés, et je ne crois pas que le sionisme, sur ce niveau-là, est exceptionnel. Le nazisme est une exception. La colonisation sioniste n'est pas exceptionnelle, sauf une chose exceptionnelle dans cette tragédie palestinienne, que c'est le conflit national le plus long, qu'on ne voit pas la fin. Et surtout, et ça qui me fait la peine, que les bourreaux d'aujourd'hui, là-bas en Palestine, s'excusent tous les jours avec les Shoah. Gagnent un capital symbolique de souffrance d'autrefois. Neutralisent les critiques, neutralisent l'impression à cause du syndrome de Vichy, ici. Et surtout l'imaginaire biblique, mythique de la culture politique américaine. Vous avez vu comment Obama, le discours d'Obama historique, pour moi c'était terrifiant. Toutes les mythes, toutes les légendes. Lui, qui a parlé sur... On a traversé l'océan pour trouver la liberté. Il a dit ça. Il a comparé les Américains aux Israéliens. Pour moi, c'était vraiment... Et surtout qu'il a mentionné aussi Moïse, après Martin Luther King, et Jésué, comme lui, il est Jésué. Bon, il n'a pas eu le temps de lire la Bible. S'il aurait lu vraiment la Bible, il savait qui est Jésué. Le premier qui a commis, après les légendes, les mythes, d'ailleurs ce n'est pas vrai, génocide dans l'histoire. Est-ce que vous savez ça? Sinon, vous pouvez lire dans l'internet ce soir la Bible en bon français et voir qui était le personnage que Obama a mentionné de son discours, grand discours historique, moral, politique à Jérusalem. Là-bas, vous aviez une question, il faut faire passer le micro parce que sinon... Merci Jean-Paul. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il y a beaucoup d'intelligence qui est capable de lire ce que vous dites. Beaucoup de gens, beaucoup d'informations est disponible. Avant, on ne pouvait pas communiquer aussi facilement. Vos idées et votre discours passent. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de l'atteindre intellectuellement. Des gens intelligents. Mais ils ne l'atteignent pas. Ou ils choisissent de ne pas l'atteindre. Comment avancer? Parce qu'on ne parle pas que des gens stupides, il y a des gens intelligents qui sont capables d'appréhender ce que vous dites. Et ils ne le font pas, donc ils prennent une décision de ne pas le faire. Qu'est-ce qu'on va faire en Israël aujourd'hui? Hélas, je ne suis pas un stratège politique. Vraiment, j'ai essayé de faire, j'ai échoué. Il y a des gens qui ne sont pas des grands politiciens, comme Hollande. Non, c'est pas une blague. J'aime écrire, j'aime parler, mais je ne crois pas que je pourrais être. Maintenant, au point de vue de projet politique, oui, c'est ça la question. Je suis toujours très modéré de mes visions politiques. Je ne suis pas modéré dans l'analyse des passés ni l'analyse des présents. Je suis très radical, on ne comprend pas. Et comme Bibi Netanyahu, je suis pour 2 États. Mais contrairement à Bibi Netanyahu et à Amos Oz, je suis pour 2 États, pas parce que je voudrais un État juif. Vous savez, il y a un crainte chez les gros sionistes de l'idée d'un État ensemble. Vous savez ça? Parce que, comme ça, les chers États juifs vont disparaître. C'est Amos Oz. Je n'appartiens pas. Je ne suis pas sioniste. Donc, je suis
pour 2 républiques. Pourquoi? C'est simple. Parce que dans le royaume, dans la politique, c'est le royaume des possibles. Je ne crois pas qu'il faut attendre que la société judo-israélienne va accepter le principe de devenir minoritaire de leur propre État. La société la plus raciste aujourd'hui dans le monde occidental, c'est la société judo-israélienne. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Sinon, je peux prouver. L'éducation, les lois, etc. Donc, je ne crois pas qu'il faut attendre, c'est-à-dire bâtir un État binational, il faut avoir le consensus des Israéliens, l'accord des Israéliens. Demander aux Israéliens de vivre dans minorité sur un État d'Abbas et même d'Ismaël Haniyeh ne peut pas être un projet politique. Je ne pense pas qu'il faut compter sur les volontés de la société judo-israélienne comment vivre. C'est la raison que je suis pour une retraite, une pression de la retraite israélienne sur les frontières de 67. Mais je ne suis pas pour l'État juif, je suis pour une république israélienne à côté d'une république palestinienne. Et dès la première minute qu'on peut réaliser ce projet, ça doit être une confédération parce qu'on ne peut pas vivre sans les Arabes au Proche-Orient. J'insiste partout. Vous comprenez? C'est le royaume des possibles. Est-ce que je crois? Non. Je suis très, très pessimiste. Et je dis ça à la fin. On ne peut pas attendre une vraie volonté de compromis historique avec les Palestiniens de la part de la société judo-israélienne. La preuve, c'est l'élection, la dernière élection. Se déroulait comme une société, une culture politique qui se trouve entre Paris et Bruxelles. Personne n'a pas parlé sur les Palestiniens, sur les fins de conflit. Les Palestiniens ne tirent pas. Vous savez, Descartes a dit, je suis donc, et je tire, donc je suis, comme ça, il a dit, non? Je pense. Je tire, donc je suis, je tire, donc je suis. C'est pas vrai, non? C'est ça, hein? Tant qu'ils ont commis cet acte terrible de terreur, c'était une issue qu'il fallait se confronter. Voilà. Aujourd'hui, ils essaient d'organiser une résistance civique et le monde s'en fout. Qu'est-ce que je pense? Je parle devant un public parisien. Je demande à chacun de vous de faire n'importe quoi pour joindre de cette pression sur Israël de se retirer dans les territoires, dans les frontières de 67. Avec toutes les forces que vous avez, pour aider au peuple palestinien à se débarrasser de l'occupation. Comment concrètement? Comment? Concrètement? Concrètement, j'accepte n'importe quelle pression sur Israël pour se retirer à la frontière de 67, sauf le terreur des enfants, des femmes. N'importe quelle. Vous pouvez traduire, mais traduire. N'importe quelle pression. Vous comprenez? Concrètement, je vous avais dit, je ne suis pas français. Je ne crois pas que l'Israël aujourd'hui puisse se changer de dedans. Mais une chose, je dis, parce que je ne suis pas fataliste, avec tous mes pessimismes profonds, je ne suis pas fataliste. Et comme je crois connaître la société israélienne actuelle, avec tous ces mythes, tous ces légendes, tout cet ethnocentrisme, tout ce racisme, ce sentiment de propriétaire sur tout le territoire. Hébron est à nu, parce qu'Abraham est enterré là-bas. Jéricho est à nu, parce que Jésus l'a conquis autrefois. Donc les mythes existent. C'est la base de l'identité judo-israélienne. Mais une chose importante, si vous voulez une petite lumière d'espoir, cette société est matérialiste et hédoniste. Très, très hédoniste. Ce n'est même pas les sociétés iraniennes. Donc, si demain il y aura un boycott de toutes les plasmes de plus de 21 inches, je crois que les sociétés israéliennes pourraient commencer un autre registre d'identité. Plasme, on dit? Plasme de 21. Plasma, pardon. Des plasmes de TV. C'était une société tellement matérialiste
que s'il y aura une pression, une vraie pression de la part de l'Europe, vous comprenez? Il ne faut pas renoncer à la plasma 21 inch. Vous comprenez? Moi, je suis pour un boycott jusqu'à 21 inch. Mais plus grave, il ne faut pas supporter. Je ne rigole pas, ce n'est pas une blague. Bon, ce n'est pas seulement le plasma. C'est les iPhones, c'est les iPods, c'est tous ces choses-là. Les sociétés israéliennes sont très, très dépendantes. On parle de vue matérielle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, mais ça, c'est votre tâche. Hollandais est à vous, pas à moi, non? Non, mais je rigole pas. Bon, je suis pessimiste à cause d'Obama aujourd'hui. J'espérais qu'Obama sera un Carter. J'espérais, comme beaucoup d'entre vous. Chaque jour qui passe, je perds l'espoir. Et avec Hollande aussi, je n'ai pas cru trop. Je ne suis pas déçu parce que je n'ai pas cru de la vie. Qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas de recette, je m'excuse. Je dois que chacun de vous, malgré la situation mondiale, malgré cette opinion, malgré les peurs d'être accusé d'antisémitisme, c'est la meilleure arme des sionistes aujourd'hui, il faut continuer à soutenir le peuple palestinien, avec tous les moyens possibles, sauf le terror. Pour les problématiques de lutter pour le peuple palestinien, lutter contre l'occupation à Paris, je les connais très bien. Il y a un mois et demi, j'étais à Londres. Le Jewish Chronicle, pour le deuxième livre, pas celui-là, m'a interviewé. Bon, ils n'ont pas accepté mes idées, mais c'était naturel pour la communauté juive à Londres de me communiquer, de me représenter, de discuter avec moi. Pas à Paris. J'ai été invité à l'Université de Londres. J'ai été invité cette année par l'Université de Columbia et NYU. Je ne crois pas que je peux être invité à l'université parisienne. Non, non, il faut faire clair, hein, la France, ce n'est pas Paris. Je suis invité à Bordeaux, à Amiens, d'accord? Et la semaine prochaine, je vais parler à l'université de Nice. Mais à Paris, c'est délicat. Pourquoi? Pourquoi? Tout le monde ici sait. Le rayonnement des CRIF est très, très important à Paris, moins sur la Provence, relativement. Les journalistes qui m'interviewent me disent ça. Ils prennent un risque aujourd'hui. Il y a ceux qui n'ont pas peur, comme Hermé, comme Tadei, mais les autres, c'est ventre, vous savez, j'ai eu le courage de vous inviter à mon émission. Comme ça, ils me disent. On a vécu déjà un mécanisme anticommuniste aux États-Unis, on a vécu un mécanisme stalinien dans l'année 50 ici à Paris, et aujourd'hui, on vit une sorte de mécanisme juif, ou pro-sioniste plutôt, d'accord? Une sorte, hein? Sans comparer. Voilà, donc je connais très bien, et je sais que vous avez beaucoup de difficultés, mais croyez-moi, j'ai aussi beaucoup de difficultés d'être à Tel Aviv et à l'université de Tel Aviv. Bon, ce n'est pas terrible, mais ce n'est pas fastoche. Est-ce que vous pouvez nous parler du tribunal, du rôle du tribunal Russell pour la Palestine? Ah, c'est une des choses les plus positives et les moins efficaces que je connais. Je crois qu'il faut éviter que Shlomo ne soit happé par un débat franco-français. Parce que tout à l'heure, ce que vous avez dit, madame, je ne crois pas. Je ne crois pas à la superpuissance du CRIF. Je crois au fait que les hommes politiques français croient que le CRIF est puissant. Et c'est pas la même chose. Parce que si vous regardez l'opinion de nos concitoyens, 70% de nos concitoyens sont pour un État palestinien à côté d'Israël. Le problème, c'est la lâcheté, pour parler clair. N'oubliez pas que le candidat Hollande,
s'était prononcé dans son 59e engagement pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Le président l'a oublié. Ça, c'est pas l'effet du CRIF, ça c'est l'effet de ce que pensent Hollande et d'autres de la force du CRIF. Je crois qu'il ne faut pas vivre dans une forteresse assiégée. Beaucoup de Français nous écoutent, nous entendent. Écoutez, le livre, je ne vais pas dire des secrets, mais enfin, le livre de Shlomo s'est vendu en France à des dizaines de milliers d'exemplaires. Ça a un sens, ça veut dire qu'il y a une écoute qui n'existait pas il y a 20 ans ou 30 ans. Mais je voulais un peu, je suis d'accord complètement, ce n'est pas un pouvoir réel des CRIF. Sauf que jamais le mécanisme n'était pas vraiment un pouvoir réel, ni aux États-Unis, ni le stalinisme dans les années 50. C'était les prudences, les indifférences. C'est ça, si quelqu'un est agité, quelqu'un qui a fait un chantage, les gens ont peur d'être accusés comme antisémites. C'est ça les clés, vous comprenez? La plupart des gens savent que quelque chose d'immoral est dans l'occupation, c'est-à-dire 45 ans. Un État garde une population sans aucun droit politique, civique, syndical, etc. 50 kilomètres de ma maison, vous comprenez? Ce n'est pas le cas des Arabes israéliens qui sont complètement différents. Ils sont des citoyens de deuxième degré. Mais dans les territoires, 45 ans. Pas 45 jours, pas 45 semaines, pas 45 mois. Donc je crois que l'effet que les gens comprennent ça est évident. À propos de votre question, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais, premièrement, ne pas avoir peur de l'antisémitisme, d'être accusé d'antisémite. Si quelqu'un vraiment n'est pas antisémite. C'est important. C'est la raison, entre autres, que je crois que c'est mieux. Et je crois de ne pas l'appeler ghetto, mais une réserve en bien. Entre autres choses. Pour éviter. Et dans le livre, si quelqu'un le lise, après le titre, il voit clairement le fait que je souligne sur les souffrances de autrefois, les persécutions de autrefois, le malheur de autrefois, longue histoire des Juifs en Europe. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un lit, il voit que je ne peux pas être bête ou pervers comme les antisémites sont. Mais les peurs d'être accusés à cause des Vichy. Parce qu'en Angleterre, c'est différent, complètement différent. Vous savez que le premier livre, comment le peuple juif fut inventé, est arrivé à une shortlist dans une compétition de livres juifs, que le comité juif anglais est derrière. Au début, comme j'ai reçu les lettres, j'étais sûr que c'est un attrape-nigo, quelque chose me faire une blague. Non, c'était des shortlists. Vous comprenez? À Paris, c'est possible? Comment le peuple juif est inventé sera une shortlist de CRIF. Vous avez raison, ce n'est pas un pouvoir réel. De tout. C'est d'ailleurs un pouvoir très fragile, temporaire en plus. Je suis sûr. Hein? Fragile et temporaire, surtout à cause du syndrome de Vichy. Donc il faut savoir, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Mais je n'exige pas trop. D'autres questions? Il nous reste 10 minutes. Alors, madame a parlé, donc peut-être monsieur là-bas, ou madame, je n'ai pas vu de loin. Oui, je voulais savoir quel était l'accueil de vos livres et de vos idées en Israël. Comment ils sont vendus, comment ils sont accueillis et comment ils sont débattus. Est-ce que vous convainquez les Israéliens? Les derniers livres, malheureusement, à cause des problèmes techniques, va apparaître seulement à la fin du mois. Bon, le premier livre est paru il y a 2008, en hébreu. Je publie en général en hébreu. Et il était une meilleure vente 19 semaines. Le deuxième, 10 semaines. Bon, le troisième, j'imagine 5 semaines. Je ne sais pas. Bon. Pardon, je ne sais pas. Bon, je voulais dire une chose à propos de ça. Il y a un milieu qui le livre était reçu très bien, surtout des étudiants de jeunesse à Tel Aviv.
D'accord? On est minoritaire, mais il y a à Tel Aviv quelque chose de vivace, libéral, démocratique. Si Israël était Tel Aviv, je crois qu'on pourrait arriver à un compromis historique avec les Palestiniens. Pas que Tel Aviv est à gauche ou libéral, mais il y a un milieu très fort. C'est eux qui ont acheté les livres. Maintenant, à l'université, je ne veux pas élargir, ce n'est pas, je suis un paria, c'est-à-dire je transgressais toutes les lois universitaires par l'époque, tout ça, au même pas. Je ne suis pas invité actuellement au colloque sur le sujet, personne ne m'invite pas. On m'invite à New York, à Londres, mais pas à Paris et pas à Tel Aviv. Non, ce n'est pas un blague. Par contre, les médias, par exemple, parce que si on n'est pas une vraie démocratie ou une vraie république, on est une ethnocratie libérale. Les médias, à cause des succès des livres, m'ont invité pas mal. Hein? Surtout que j'ai des élèves, parce que je m'occupais de cinéma, de télévision, donc j'ai des élèves dans l'appareil des médias, vous comprenez, qui m'invitent, qui font n'importe quoi, que j'ai appareil. Donc, si vous voulez, les médias m'ont accueilli avec une grande curiosité. Et pour vous donner un exemple, les éditeurs de Dernier livre sur la Terre et l'éditeur de cette petite livre, c'est une grande maison d'édition, peut-être les plus grandes, les plus agressives, comme Hachette ici. Et les directeurs de tous les livres, comment dire, les essais, c'est un homme avec une kippa très à droite. Et la première fois qu'on s'est vu, je lui ai demandé comment vous voulez publier un livre sur la terre d'Israël, que c'est un mythe. Il dit business c'est business. Ah, ne dis pas que c'est juif. Ne dis pas parce que ce n'est pas juif. Non, parce que Marx, Proudhon, tout ça, c'est trompé, croire que la religion juive est une religion d'argent. J'ai souligné ça dans le livre. C'est difficile à donner un tableau, je n'ai pas d'illusion, je ne crois pas que les livres changent le monde. Mais comme, j'ai toujours insisté, comme le monde commence à changer, ils cherchent de nouveaux livres. Voilà. La société israélienne elle-même, est-ce qu'elle n'est pas en train de souffrir de ce manque de perspective, de ce manque de confiance, à peu près, c'est provocateur ce que je vais dire, à peu près comme la société palestinienne pour laquelle on bouche l'horizon, pour une fois pas. Bon, je vais être cette fois très court, d'accord, parce qu'on n'a pas le temps. Oui, je crois que vous avez raison, c'est une très bonne question, remarque. Je crois qu'il y a un sentiment profond, qu'il n'y a pas vraiment un avenir, comment dire, visible. Mais deux choses à propos de ça, je peux ajouter. Il y a parallèlement une vision que le peuple juif est éternel. Il ne faut pas oublier ça. Ça donne la force. Vous comprenez? Dans l'éducation profonde, on commence à 7 ans à prendre la Bible comme livre laïque sur un peuple éternel, le plus long que les Chinois. Donc, ce n'est pas un avenir, ce n'est pas une perspective politique, je suis complètement d'accord, mais c'est quelque chose de mythique d'éternité. Et ça fonctionne pour le moment. Deuxième chose, pas seulement les Palestiniens, pas seulement les Israéliens n'ont pas une perspective d'avenir, une perspective politique d'avenir. Vous, les Français, aussi. Et c'est important aujourd'hui dans le monde occidental qu'il y a moins ou moins d'avenir. Donc, perspective politique. Les capacités de forger une vision de quelque chose qu'on peut réaliser. C'est-à-dire, c'est le monde entier, au début du XXIe siècle, qui souffre beaucoup de ce manque de perspective d'avenir. Avec le recul du communisme, du socialisme et l'utopie, vous comprenez qu'est-ce que c'est arrivé? Quelque chose est devenu assez vide, au point de vue de perspective politique. Ce n'est pas le problème d'Israéliens et des Palestiniens. C'est aussi un problème ici, profond. Et on dit, et c'est ça, presque une formule que ce matin j'ai écrit ça dans mon nouveau livre. Toujours je pensais qu'il y a moins d'avenir, il y a plus de passé. C'est faux. C'est-à-dire qu'il y a plus d'histoire. L'histoire aussi est en crise. Vous savez ça? Toutes les études historiques sont en crise. À cause du manque d'avenir. Vous savez que toujours l'histoire a été écrite
sous l'angle d'avenir. Est-ce que vous comprenez ça? L'histoire qu'on apprend. Donc, aujourd'hui, on vit dans une culture politique occidentale, et pas seulement occidentale, avec un manque profond d'avenir. Et s'il y a moins d'avenir, pas qu'il y a beaucoup de recherches historiques, il y a beaucoup de mémoire. Mémoire mythique, mémoire tribale, mémoire communautaire. Et ça, c'est dangereux pour notre vécu dans les années prochaines. Merci beaucoup. Voilà. On va s'arrêter là. Excusez-moi avec toutes les fautes en français. לכן אני בוודאי אינני אדם שקולו איננו נשמע כאן. ואחד מן הדברים שהם הנושאים לשיחות האלה, שלא אני יוזם אותם, אלא אנשים באים אליי. אחד הנושאים זה עניין הסירוב לשרת בשטחים הכבושים. ובעניין זה פונים אליי עשרות ועוד עשרות, אני חושב שזה מצטרף למאות. והם יהודים. שהם שמעו את זה, לא רק שהם, הדברים האלה ידועים בכלל, וידועים בכל העולם, כן? ידוע באוסטרליה וידוע בנורווגיה, כן? שבשטחים אנחנו משתמשים בעינויים, על פי היתר שניתן על ידי יצור אנושי אשר עד לפני 3 שנים היה נשיא בית המשפט העליון במדינת ישראל. זאת אומרת אישיות שהיא למעשה מכובדת יותר מאשר נשיא המדינה וראש הממשלה. והוא בפירוש נתן היתר להשתמש בעינויים כדי לסחוט הודעות משבויים ערבים. ואתם מבינים עכשיו מה פירוש המילה יודו-נאצים? מי טוען משהו? אין זה מדויק כשאתה אומר... רגע. כן, לנדאו, כן. אשר מתיר להשתמש בלחץ פיזי מתון. זאת אומרת שיש יודו-נאצים. יש יודו-נאצים. זה מזעזע אותך? זה לא מזעזע אותי, לא, אני קובע עובדה. אני הגבלתי את קולי רק מפני שיש בני אדם שאינם יודעים את הדבר הזה, ולכן צריך להשמיע את זה באוזניהם בקול רם. שיש יודו-נאצים. ונתתי עליכם חרפת עולם וכלימות עולם אשר לא תשכח. זה לא היה מדיניות היום של ממשלת ישראל מכפישה את שמו של העם היהודי? כן, לכן אני אמרתי את זה. פסוק בירמיהו, ונתתי עליכם חרפת עולם וכלימות עולם אשר לא תשכח. Je suis celui que l'on haït, descendant d'Abraham. Depuis que Moïse nous a emmenés vers le mont Sinaï, on m'accuse d'avoir tué le Christ. J'ai pris perpète, mes enfants sont jugés en assassin de prophètes. Je déteste sans me connaître, on voudrait que je me soumette. L'étoile est mon emblème, la Shoah est une dette. Les fous ont tué Rabin, paix à son âme. Je veux réconcilier, Shalom et Salam. Jérusalem, je t'aime. Trop souvent tu saignes, les innocents tombent. Mérite une auréole, c'est pour les enfants d'Israël. De toute la Palestine, j'aimerais tant voir Isaac embrasser Ismaël. On fait la guerre avec des temps, la paix avec des mots. Le diable habite la maison blanche, des étoiles sur le drapeau. On a tous vu le monde s'effondrer au mois de septembre. Qui peut croire qu'on fera la paix avec des bombes? Fou, fou, vous êtes fou, 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 vous devenez tous fou, 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 vous êtes fou.
faites attention aux fous, vous êtes vous devenez tous fous, vous êtes faites attention aux fous.